Bonjour à toutes et à tous. Donc on va démarrer cette deuxième session. Ça fera venir les autres aussi. Donc cette deuxième session qui fait l'honneur en quelque sorte à un partenariat entre deux institutions, donc l'IGN et l'INRAE. Donc c'est une session dans laquelle nous avons invité cette année des chercheurs, des chercheuses qui sont de l'INRAE et avec qui nous avons eu aussi parfois l'occasion de collaborer. Donc dans cette session, donc, nous avons 5 présentations. Parmi les 5, il y a une vidéo qui est proposée parce que l'auteur n'a pas pu être présent malheureusement aujourd'hui. Et donc on va commencer avec une présentation autour de jumeaux numériques et on va finir avec une présentation aussi de perspectives et de questionnements sur le jumeau numérique. Donc on ne va pas tarder, donc j'invite le premier présentateur, Olivier Pilet de l'INRAE, qui va présenter sur un sujet qui est un jumeau numérique pour l'adaptation résiliente et durable des réseaux d'eau. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Un jumeau numérique, mais aussi avec une application sur les réseaux de distribution d'eau. Ces recherches s'inscrivent dans un projet plus vaste, le projet CORO, un projet financé par l'ANR. Projet sur la résilience par la conception et la sécurité des réseaux d'eau. INRAE en est le coordinateur avec l'URETIS. Il y a aussi 2 laboratoires du CNAM, Cédric et M2N, Cédric en cybersécurité et M2N en mathématiques appliquées. Un service des eaux, celui de la ville de Strasbourg. Et puis une équipe qui travaille en cyber à eCube, c'est interdisciplinaire, mais il y a cette équipe en cyber. Donc 5 partenaires. Avec un financement par l'ANR et en particulier 2 thèses. La première thèse en mathématiques appliquées pour un jumeau numérique du réseau physique, du réseau de distribution d'eau. Et la seconde en informatique pour une ombre numérique du système d'information qui est connecté au réseau d'eau. Alors, le contexte des réseaux d'eau, je vais vous en dire un peu plus. On a des réseaux assez complexes. Imaginez, pour certains réseaux, plusieurs milliers de conduites enterrées, interconnectées. Donc, c'est assez difficile. Il faut utiliser des modèles pour ça. Les réseaux sont vieillissants, certaines conduites sont là depuis plus de 100 ans. Donc il y a des problèmes de qualité d'eau, des problèmes de casse. Il y a de plus en plus maintenant des problèmes aussi de sécurité avec des attaques cyber, voire des contaminations générées dans les réseaux. Le changement climatique fait que la ressource en eau décroît et qu'il y a de plus en plus, par exemple, de catastrophes naturelles. Et enfin, il y a des données, les réseaux, on commence à avoir des données de plus en plus, il va falloir les traiter. Ces données sont diverses, multiples, et peuvent être aussi manipulées, transformées, attaquées. Donc vous avez compris que les réseaux d'eau ont des enjeux considérables, à vouloir, pour la préservation de la ressource en eau, bien sûr, pour la santé des consommateurs, pour la sécurité et pour la durabilité. Dans ce projet, on modélise les 2 infrastructures, les 2 réseaux, le réseau physique de distribution d'eau et le système informatique. Et on s'intéresse à des vulnérabilités par rapport à des cyberattaques, par exemple à un déni de service ou une modification des données, ou alors à des casses provoquées ou de façon intentionnelle sur le réseau, ou à des contaminations.
Donc vous avez ici représenté les deux réseaux. Donc à gauche, le réseau physique avec ses capteurs et ses actuateurs. Et puis à droite, le système d'information, il a aussi ses capteurs, des capteurs d'intrusion présents. Et donc on va chercher à modéliser ça pour donner des réponses. Et les trois objectifs scientifiques du projet CORO sont de bien détecter une attaque quand elle a lieu, d'améliorer la classification d'intrusion et aussi de pouvoir adapter le réseau pour qu'il soit plus résilient. Donc c'est le troisième aspect. Et vous voyez, vous reconnaissez donc en bas les deux systèmes et puis les réponses apportées par le projet sont pour en bleu le réseau physique, faire un jumeau numérique et pour le réseau, le système informatique, faire une ombre numérique. Et puis, donc à la fin de ce projet, nous ne sommes ensemble qu'à 1 an, essayer de faire communiquer ces deux systèmes, ces deux modèles numériques, le jumeau numérique pour le système physique et l'ombre numérique, ensemble, pour avoir un seul jumeau numérique de l'ensemble. Alors, un petit peu de front de science. Donc là, en haut, vous avez un réseau d'eau qu'on modélise comme un graphe, donc un ensemble de nœuds et d'arcs. Sur les arcs, on essaye de déterminer les débits, donc des flux de vitesse. Et sur les nœuds, on essaie de déterminer la charge. C'est la côte sol, plus l'énergie de pression, plus la hauteur de pression, plus la hauteur cinétique, en résolvant les équations en haut, ici, sous sa forme la plus simple, de conservation de l'énergie et de la masse. Donc ça, on sait faire assez bien sur un gros réseau de plus de 20 000 nœuds et 25 000 arcs. Ça prend à peu près 4-5 minutes de temps de calcul sur un calculateur moderne. Quand on a déterminé donc la charge hydraulique et puis les débits, on peut aussi avoir envie de résoudre un deuxième système d'équations de transport, d'advection, pour déterminer donc un panache de contaminants dans un réseau ou simplement des indicateurs de qualité de l'eau. Ces modèles sont utilisés quand on veut vouloir faire de la gestion durable de réseau dans des boucles de problèmes d'optimisation, plusieurs dizaines de milliers, de centaines de milliers de fois. Par exemple, pour la gestion durable, on va aussi imposer, pour des problèmes d'optimisation, on veut minimiser l'énergie, par exemple, et puis on aura des contraintes sur les charges et sur les débits. Il y a aussi une problématique de beaucoup d'incertitudes. Les demandes des consommateurs changent toutes les 10 minutes. Donc il va falloir caler et assimiler des données. Donc les verrous à lever sont au nombre de 3. Donc le premier verrou, c'est un verrou de temps de calcul. Donc la solution qu'on va apporter, c'est essayer de réduire un modèle détaillé et faire un modèle d'ordre réduit, ROM. Le second, c'est de quantifier l'incertitude, donc utiliser des méthodes de propagation de l'incertitude. Et un des orateurs de ce matin, le présentateur, a parlé de méthode de Monte-Carlo. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va utiliser. Et le troisième, c'est de réaliser le jumeau numérique pour essayer de réduire l'incertitude. Donc on a un modèle numérique d'ordre réduit qu'on connecte aux données en temps réel et qui donne des réponses en temps réel. Donc c'est ce qui en fait, c'est la définition qu'on a dans ce projet du jumeau numérique. Donc il faut qu'il soit connecté aux données en temps réel, c'est une ombre numérique, et quand il donne une réponse en temps réel, c'est un jumeau numérique. C'est cette définition-là qu'on a adoptée. Quelques définitions. Là, ici, c'est sur la résilience par rapport à des projets passés. Donc on a ce fameux triangle. Donc ici, vous avez un axe de temps. Au temps T0, un événement se passe, une casse de conduite par exemple, et on a une perte de performance importante, et cette perte de performance va durer un certain temps. L'opérateur au début ne saura pas qu'il y a une casse, et puis il va se rendre compte, il va commencer à isoler le réseau, et puis après faire tout ce qu'il faut pour revenir à la normale. Donc ça prend du temps, et la perte de performance va durer un certain temps, et l'ère du triangle va donner finalement, plus le triangle est grand,
moins le réseau sera résilient. Donc ce qu'on cherche, c'est à diminuer l'impact par rapport à une casse et aussi à raccourcir le temps. Deux autres exemples. Le premier en haut est à Imperial College. Bon, ce sont des réseaux d'eau. Les petits polygones que vous voyez là, ce sont des secteurs indépendants de 5000 personnes. Donc c'est comme ça que c'est géré en Angleterre, par exemple. Ils sont totalement isolés. Donc ça permet de limiter les contaminations, par exemple. Mais ce n'est pas résilient par rapport à une casse de conduite. Donc Ivan Stoyanov a, dans ses projets, ouvert un peu ces réseaux de façon automatique. Donc il y a des choses à s'inspirer, mais ce n'est pas totalement ce qu'on a en France. Nous n'avons pas ce système de sectorisation et d'ouverture. Le deuxième exemple, c'est AKWR, qui gère finalement, c'est un centre de recherche privé aux Pays-Bas, qui gère donc des recherches là-bas. Et ils ont déterminé les Self-Cleaning Network, donc comment faire que les réseaux soient auto-nettoyants avec des consignes sur les vitesses. Donc toujours assurer une certaine vitesse, ça fait qu'il y a moins de sédimentation. Donc les réseaux vieillissent mieux et il y a moins de problèmes. Donc il y a des choses aussi à s'inspirer de ça. Donc ici, après, les solutions. On a 3 solutions que l'on apporte par un réseau, par un jumeau numérique, DT, Digital Twin en anglais. La première, c'est pour la gestion opérationnelle nominale durable du réseau de tous les jours. La deuxième, c'est quand on doit adapter le réseau, par exemple à une grosse consommation ou à un événement critique. Et le troisième aspect, c'est les aspects détection. Le tout, on le fait avec un jumeau numérique. Ce qui existe déjà, c'est le modèle numérique qui n'est pas connecté aux données. Ce modèle numérique, je vous ai dit qu'il durait 3 à 5 minutes. Donc pour rechercher des solutions, on va essayer de réduire la taille du modèle numérique. Ce n'est pas encore fait. La thèse a commencé il y a 6 mois. Et puis connecter ce modèle numérique aux données en temps réel pour apporter des solutions. C'est la boucle de feedback que vous voyez en haut. Ce réseau numérique sera aussi utilisé en off pour pouvoir générer des fronts de Pareto et déterminer où placer d'autres capteurs. Alors, je termine assez rapidement. Donc, les retombées sont donc un jumeau numérique pour le modèle physique, une ombre numérique pour le système d'information et de connecter les deux ensemble. Donc, il y a aussi des retombées techniques pour INRAE, pour notre logiciel qu'on va faire évoluer, pour eCube, pour leurs solutions d'un groupe génétique qui vont faire évoluer, étendre. Et plus loin, socio-économique pour les réseaux d'eau, d'abord pour Strasbourg, ensuite pour les réseaux d'eau en France et en Europe. Et enfin, je termine là-dessus. Sur le projet lui-même, au centre, vous avez le Work Package 2 qui est central, qui gère des scénarios d'intérêt pour le service des eaux. En bas à droite, vous avez la construction du jumeau numérique pour le réseau physique. Ici, l'ombre numérique, donc c'est des aspects de cybersécurité. Et puis, à la mi-terme du projet, on essaiera de faire connecter les deux, le jumeau numérique et l'ombre numérique ensemble. Je vous remercie pour votre attention. Micro, oui. Bonjour, merci pour cette présentation. J'aurais une petite question sur la partie consommation. Vous disiez que vous étiez intéressé aussi par la manière dont la consommation pouvait se moduler ou évoluer. Est-ce que vous avez envisagé de coupler ça à des modèles comportementaux économiques, par exemple, où on pourrait simuler des différents types de tarification de l'eau pour voir comment ça influence la consommation et après coupler ça, vous, à votre modélisation? Oui, tout à fait. Ce qu'on a imaginé de faire, c'est d'utiliser des méthodes de prédiction-correction. Donc d'abord, la prédiction, on a ces modèles comportementaux, les modèles que l'on a du service des eaux aussi, des volumes consommés par type de consommateur, etc. Et donc ça permet d'avoir une prédiction pour une journée classique en semaine ou une journée en week-end ou en vacances, heure par heure.
Et puis après, on essaie d'affiner un peu plus avec les mesures que l'on a en temps réel. Donc une première prédiction par ces modèles-là, et après une correction que l'on a avec, en calibrant le modèle, en assimilant des données. C'est ce qu'on a imaginé de faire. On a une expérience, on a réussi à faire ça. On a montré ce concept pour des pas de temps de 15 minutes sur le réseau. Je vous remercie pour vos questions. Oui, merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. J'ai peut-être une petite question. Donc, vous avez montré à la fin voilà, donc, l'intégration finalement de données issues de différents capteurs. Et aussi, vous avez parlé de l'incertitude et de la propagation de l'incertitude. Est-ce que vous avez envisagé de qualifier en quelque sorte les données en amont en fonction de l'importance des capteurs donc qualifier les données issues des capteurs pour pouvoir après les intégrer d'une manière fiable et gérer leur qualité tout au long du processus. Alors, on a une expérience pour la calibration, le calage. Oui. Alors qualifier, c'est pas un terme que j'ai l'habitude d'utiliser. La qualité, oui, estimée. Voilà, mais j'imagine bien que souvent dans des données, il y a à la fois des trous, des données manquantes, des données aberrantes. Et puis, donc il faut effectivement qualifier ces données, etc. Donc on a une petite expérience de calage, mais pas en temps réel. Donc on a des données que l'on récupère pour une campagne de mesure, par exemple, et on est capable sur le réseau de calibrer le modèle en ayant vérifié toutes ces données avant, etc. Alors, le temps réel, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, et je suppose qu'on va avoir bien des soucis à régler. D'accord. Ouais. Merci. Oui, une dernière question rapide. Oui, une question sur la construction du modèle numérique. Je l'ai peut-être pas vu, mais à partir de quelles données, comment et jusqu'à quel degré de détail est construit le modèle numérique du réseau d'eau? Oui. Alors, donc il y a deux modèles numériques, hein, un pour le réseau d'eau et un pour l'onde numérique. Alors, je peux juste peut-être revenir en arrière si j'y arrive. Ok, c'était juste après. Ici, donc on a déjà, en fait, ce qu'on veut, c'est, en plus des scénarios qu'on veut jouer, on veut avoir un modèle assez détaillé qu'on puisse utiliser pour faire des simulations. Donc on a un niveau de détail très important du réseau, avec l'ensemble des conduites, les embranchements, etc., toutes les vannes, tous les équipements. Donc ça peut être très très détaillé. Ensuite, dans les méthodes qui permettent de faire des modèles réduits, on a des méthodes de partitionnement de graphes qui permettent de séparer les parties arborescentes des parties maillées et ensuite de simplifier automatiquement ce graphe. Typiquement, on passe par exemple de 20 000 nœuds à 3 000, 3 500 nœuds. C'est l'exemple qu'on a. Donc on part d'un niveau de détail très détaillé. Par exemple, c'est peut-être beaucoup plus détaillé que ce que nous ont présenté un des intervenants de ce matin quand il parlait de jumeaux numériques basse résolution. C'est peut-être de la haute résolution ici. Je ne sais pas si je ne dis pas une bêtise, mais donc c'est très détaillé. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine présentation, qui est en fait une vidéo. Donc la prochaine présentation, c'est IOTA 2, une chaîne de traitement d'imagerie satellitaire open source pour l'extraction d'informations géographiques. Et donc c'est Mathieu Fauvel qui nous a préparé cette présentation, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Mathieu Fauvel, je suis les recherches INRA au CESBio, NRAE au CESBio. Donc je vais vous parler de la chaîne de traitement IOTA 2, qui est une chaîne open source pour faire de l'extraction d'informations dans des données d'observation de la Terre. Donc c'est une chaîne qui a été développée depuis une dizaine d'années avec un certain nombre de développeurs qui sont listés ici.
Donc, je m'excuse de ne pas pouvoir être présent avec vous aujourd'hui. J'espère être clair pour avoir un nombre limité de questions auxquelles je ne pourrai pas répondre à la fin. Alors, depuis quelques années, on observe une disponibilité accrue des données de télédétection de l'observation de la Terre, donc les programmes Sentinel 1 et 2, les programmes Landsat 8, qui fournissent des données à l'échelle euh, terrestre complète, avec une fréquence de révisite très importante, ou de manière complémentaire, des images à très très haute résolution, plus ponctuelles, mais qui fournissent une définition euh, plus géométrique des paysages que l'on souhaite observer. Alors, à partir de ces données-là, on peut extraire un certain nombre d'informations plutôt thématiques qui vont servir dans différents types d'applications, notamment dans la surveillance et le monitoring de l'environnement. Donc, on pense par exemple à la carte d'occupation des sols qui est produite chaque année et qui renseigne de l'occupation des sols selon une nomenclature qui est à peu près stable maintenant à l'échelle de la France et qui est produite chaque année de manière automatique à partir de séries temporelles Sentinel-2, ou d'autres types de produits, comme on peut voir sur l'image de droite ici, l'estimation de la date de fauche des prairies de fauche sur l'année de 2022. Donc, pour passer des données d'observation de la Terre à ce type de couches d'informations géographiques, eh bien, il est nécessaire de réaliser un certain nombre de traitements informatiques. Euh, bon, c'est une mission de simplifier un petit peu une partie acquisition des données qui est opérée par l'ESA, le CNES et différentes agences spatiales, et la mise à disposition de ces données comme les centres TIA en France, le centre TIA en France. On doit ensuite traiter ces données qui vont regrouper aussi des pré-traitements, des post-traitements. Et puis, lorsqu'on a fait notre carte, il y a la partie diffusion du produit où là, on peut se retourner vers TIA encore en France ou d'autres types de data contenus. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la partie traitement de données qui a subi, en tout cas qui voit une évolution majeure suite à l'apparition ou au développement des méthodes d'intelligence artificielle. Et je voudrais vous parler de la chaîne de traitement qui s'appelle IOTA 2, qui a été initialement développé au CSIO et qui est donc en libre accès, que ce soit sur le code source ou sur l'utilisation, pour extraire de l'information spatialisée à partir de ces données d'observation de la Terre. Donc, qu'est-ce que c'est que IOTA 2 au-delà de cette définition très simple, c'est finalement un ensemble d'algorithmes chaînables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les, les enchaîner les uns à la suite des autres de manière automatique pour l'extraction d'informations spatialisées, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui a un regard un peu tourné vers l'utilisation de méthodes d'intelligence artificielle ou de machine learning, comme on veut, euh, pour extraire ces informations. Point important de la chaîne aussi, c'est une contrainte qu'on s'est donnée, c'est que les algorithmes qui sont mis en œuvre doivent pouvoir passer à grande échelle spatiale, donc être capables de traiter à la fois de gros volumes de données, et en plus être performant sur des territoires très grands, donc par exemple les produits aux eaux du type France entière. Donc la chaîne regroupe les différentes étapes qu'on peut retrouver dans une approche d'apprentissage en intelligence artificielle de manière classique, les étapes d'échantillonnage des données, la partie apprentissage du modèle, la partie inférence et calcul de précision sur la qualité du produit fourni. Donc, cette chaîne vient aussi avec l'ensemble d'accompagnement, donc une documentation en ligne assez fournie qui décrit comment configurer la chaîne selon les besoins. Il y a aussi des outils de formation qu'on peut réaliser tout seul, ou il y a aussi des formations qui sont réalisées avec TIA aussi chaque année. Et puis, on a un site web avec une partie support utilisateur, donc on peut poser des questions sur le fonctionnement, faire remonter des bugs ou demander des nouvelles fonctionnalités. Donc, l'utilisation de cette chaîne a donné lieu à plusieurs sorties, si on peut dire, donc, des produits cartographiques. Donc, au CESBio, il y a le SOZO qui est assez connu depuis quelques années maintenant. Et plus récemment, on produit aussi des cartes à partir de IOTA 2 sur le dépérissement forestier, des indicateurs de stockage du carbone sur le sol agricole. Donc, on a produit sur la France et sur un certain nombre d'autres pays en Amérique
et, en Asie. Et puis plus récemment, l'estimation de date de Foch des prairies. Donc, soit des produits qui vont couvrir l'ensemble des milieux, on va dire, ou soit des produits qui vont ne concerner qu'une sous-partie des parcelles agricoles ou la forêt, par exemple, dans d'autres cas. Il y a aussi un certain nombre d'utilisateurs extérieurs, notamment le Tétis, la partie CIRA du Tétis, qui a fait de l'occupation des sols d'Haïti après le tremblement de terre et qui a aussi assuré des formations avec l'outil Iota2 dans ce cadre-là, donc notamment Raphaël et Gaëtano. L'Université d'Orléans, avec qui on travaille sur le déplacement forestier, l'IGN, qui a opéré Iota2 pour le projet Tarab, la cartographie des habitats, et puis un certain nombre de partenaires industriels comme CS Group, CLS, ACRI, qui utilisent la chaîne pour de la production cartographique pour répondre à des appels d'offres euh, associés à ces questions-là. Et puis, Iota 2, c'est pas seulement pour faire de la production à grande échelle, mais c'est aussi un objet de recherche qui permet à la fois de valider les algorithmes, mais qui permet aussi de se poser des questions, qu'est-ce qui marche pas, et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc, dans ce cadre-là, c'est aussi le support de travaux de recherche plus amont et qui donne lieu à un certain nombre de publications. Je vais citer quelques-unes ici qui sont récentes, mais il y en a d'autres aussi. Donc, Kyoto 2, ça fait à peu près 10 ans que ça existe. Si je retrace rapidement son historique, ça a été initié en 2014 par Jordan Lada pour préparer le CES Occupation des sols en vue de l'arrivée des données d'observation de la Terre de type Sentinel-2, notamment et Sentinel-1 aussi. Et puis aussi par le constat qu'il y avait un manque de solutions open source pour la communauté télédétection, que ce soit communauté scientifique ou communauté plutôt partenaires privés, etc. Donc cette chaîne, elle a été développée principalement par du CDD, vous voyez, du contrat, qui a été financé par grosse partie par le CNES, dans le cadre de projet Tosca, Ozo, puis le projet Parcelle, dont j'en dirai quelques mots ensuite, avec plusieurs partenaires comme le LASTIC, Dynafor et d'autres laboratoires. On a aussi bénéficié d'une assistance technique dans le cadre du projet SWOT Aval, avec un ingénieur pour le développement pendant ces 4 dernières années. Et puis, sur un volet plus recherche méthodologique, là, la chaîne a servi de support aussi dans les deux ANR, l'ANR Maestria et l'ANR Amity, dont le CSBO était partenaire, et puis l'ANR Maestria, qui était une collaboration entre l'Elastic et le CSBO. Dernier mot sur comment ça fonctionne. Il y a un comité de pilotage qui choisit dans les grandes lignes quelles sont les orientations à donner à la chaîne et quels sont les choix à faire en termes euh, bah, d'outils à développer, à maintenir et à mettre en œuvre pour son développement. Donc, j'ai listé les personnes actuellement présentes dans le comité ici. Bon, je vais donner un exemple de comment on procède, en tout cas comment on a procédé dans le cadre du projet Tosca Parcelle. Donc il y a deux volets. Il y a une première partie qui était de voir en fait, initialement c'était développé pour faire de la cartographie de l'occupation des sols génériques, mais finalement jusqu'où on peut aller avec l'État 2, jusqu'où on peut aller dans la caractérisation des milieux forestiers, dans la caractérisation des cultures par exemple, ou des milieux semi-naturels, pour en citer quelques-uns. Et finalement, qu'est-ce qui manque pour aller plus loin, pour répondre à des questions sur ces milieux-là? Et donc, qu'est-ce qui manque pour répondre à ces questions-là? Ça donne lieu à des développements plutôt méthodologiques ou de l'intégration de nouvelles méthodologies dans la chaîne, comme là, on ne peut pas passer à côté, le deep learning, la fusion multisource, d'autres approches plus spécifiques. Donc, par exemple, 4 ans, on a essayé de fonctionner comme ça dans 5 ans, pardon, dans Parcelle, et c'était un projet donc, qui regroupait plusieurs laboratoires, dont le STIG, et d'autres qui sont listés ici, et certains qui sont venus quelques années, qui sont repartis ensuite. Donc, les perspectives au niveau de cette chaîne, hein, donc, que tout le monde peut utiliser, c'est un objet de recherche et développement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça permet aussi de voir finalement là où les améliorations les plus importantes sont attendues ou sur quoi on doit travailler de manière plus urgente, si on peut dire. Et donc, tout en bénéficiant on va dire, de la capacité à travailler à grande échelle pour une validation complète et exhaustive des algorithmes.
Et c'est un outil aussi de valorisation. Une fois que l'algo est intégré dans la chaîne, on peut faire des choses à grande échelle et on peut discuter assez simplement ensuite avec les... Simplement, c'est à voir. On peut discuter en tout cas avec les thématiciens qui ont besoin d'informations en général qui dépassent le cadre du gratuit ou de quelques parcelles par-ci par-là. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que on était principalement sur du CDD pour le développement de la chaîne, hein. On a une coordination qui est assurée par le comité de pilotage et par des permanents de CSBio, mais voilà, les CDD, ça commence à être dur. On travaillait sur une base de code si grande. Et donc là, on travaille au recrutement de l'ingénieur d'études pour le développement de cette chaîne-là. Et en termes de fonctionnalité, pour la suite, bah, il y a un travail d'adaptation à une nouvelle méthode d'IA, hein, qui sont assez agiles avec les différents aspects spatial, temporel, spectral, multisources à prendre en compte sur lesquels on va travailler pour notamment permettre soit des calculs dans le cloud, soit de pouvoir intégrer plus facilement différents types de modèles dans la chaîne. Donc, il y a déjà un premier pas qui a été fait l'année dernière pour les méthodes, on va dire, sans convolution spatiale, pour faire simple, mais on continue à travailler sur ces questions. Et puis je vous mets pour finir un lien vers des articles plutôt grand public qui décrit depuis quelques années les différentes évolutions de la chaîne, les différents cas d'utilisation, plus, plus grand public de cette chaîne de traitement. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail, mais vous pouvez aussi demander à Clément Mallet et à David Chiren, qui sont normalement présents dans la salle et qui seront ravis de répondre à vos questions. Je vous remercie. Oui, merci. Voilà, donc j'ai pas pu montrer ma feuille avec 2 minutes restantes, mais je ne sais pas s'il y a une question vraiment très très importante, peut-être Clément ou David pourraient répondre. Sinon, c'est dommage, j'ai pas vu son adresse mail à la fin de la présentation. Mais n'hésitez pas de revenir vers nous si vous avez des questions. On va essayer de vous donner son contact. Donc, on va passer à la prochaine présentation. Voilà, donc la troisième présentation qui sera faite par David Chiren, que nous connaissons très bien, donc, avec qui nous avons beaucoup collaboré au LASTIG et à l'IGN. Donc, David qui va nous présenter... voilà, donc autour des orthophotographies historiques aux données LIDAR HD, une diversité de sources pour enrichir la cartographie de bocage et les indicateurs associés. David, vas-y. Merci, vous m'entendez bien? Je pense que ça va. Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc je suis effectivement David Chiren. Je vais vous parler non pas de jumeaux numériques, non plus, mais de télédétection pour le bocage. En vous présentant 2 résultats assez récents. L'un sur la classification des éléments arborés dans les images anciennes, et puis l'autre sur la caractérisation des haies à partir des données LIDAR, en tout cas des premiers résultats. Et vous voyez que c'est un travail collectif, il y a plusieurs collègues qui sont impliqués, de près ou de loin dans ces travaux. Alors je vais vous présenter très rapidement le contexte. On parle beaucoup des haies en ce moment suite à l'annonce du pacte en faveur de la haie. Ce sont des infrastructures agroécologiques qui sont importantes dans les milieux agricoles parce qu'elles remplissent de nombreuses fonctions. Elles fournissent de nombreux services écosystémiques dans ces paysages. D'abord, elles jouent le rôle de protection contre l'érosion, protection des cultures contre l'effet brise-vent, par exemple. Ça peut favoriser la régulation biologique aussi. Ça produit de la biomasse, ça stocke du carbone. Et puis, ça joue le rôle de corridor aussi pour le déplacement des espèces dans ces paysages. Donc, il y a un enjeu important de conserver ces objets dans les paysages, et notamment dans le cadre de cette transition agroécologique. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que les haies régressent toujours. En France, il y a des chiffres qui sont sortis assez récemment qui montrent sur la dernière période une perte annuelle de plus de 23 000 km par an. Donc il y a des nouveaux chiffres aussi qui sont sortis par l'IGN très récemment suite à la 2e version de la BDE, malgré des politiques publiques qui tendent à favoriser, protéger
ces infrastructures agroécologiques, et je pense à la PAC notamment, mais pas que, il y a des programmes de replantation, et puis ça s'inscrit aussi dans la stratégie nationale bas carbone. Et puis c'est pas parce qu'une haie est dans un paysage qu'elle remplit ses fonctions, ça va dépendre aussi de la qualité de la haie, et donc des pratiques de gestion associées à la haie, et donc il y a des dispositifs qui se mettent en place aussi à l'échelle nationale, comme le label haie, pour certifier la bonne gestion. Tout ça fait qu'on a besoin d'un état de référence sur la haie, d'être capable de suivre aussi les évolutions de la haie, et puis d'évaluer la qualité de ces haies. Et donc ça rejoint justement le pacte en faveur de la haie. Il y a un référentiel cartographique qui existe aujourd'hui, c'est la BDE de l'IGN, et la version 2 va sortir, ou en tout cas est terminée. Et donc c'est issu d'une fusion de deux sources de données, hein, les surfaces non agricoles du RPG, et puis la couche végétation de la BD Topo, avec une couche actualisée pour la version 2. Et puis dans le cadre de l'observatoire de la haie, il va y avoir un nouveau référentiel cartographique sur ces objets. Plusieurs constats par rapport à ça. Quand on regarde les bases de données qui existent aujourd'hui sur les haies, il y a très peu d'attributs associés aux objets cartographiques. Et donc pour aller vers l'évaluation de la qualité de la haie, c'est limité. Ensuite, il n'existe pas non plus d'outils qui permettent d'aller jusqu'à évaluer la multifonctionnalité des haies, donc les services rendus par ces haies. Il n'y a pas encore de cartographie des haies anciennes, et pourtant c'est utile pour différentes applications, même si des méthodes existent et peuvent être mises en œuvre, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis par contre il y a beaucoup de données qui sont mises à disposition notamment par l'IGN, qui permettent justement de répondre un peu à ces manques. Je pense au MNS photogrammétrique et bien sûr au LIDAR HD, en plus de la BD orthohistorique. Donc on a deux objectifs qui sont un peu des objectifs de long terme au laboratoire. Développer des outils d'extraction automatique des haies sur imagerie actuelle mais aussi ancienne. Et puis avec deux approches, soit des méthodes très simples pour des utilisateurs non avertis, et puis soit des méthodes un peu plus compliquées pour télédétecteurs en faisant appel à de l'IA. Et puis aussi développer des outils de caractérisation automatique des haies, donc calculer un certain nombre d'indicateurs pour contribuer à évaluer la multifonctionnalité. Avec deux lignes directrices, faire simple quand on peut faire simple, s'appuyer sur des outils existants quand ça existe, et puis développer des nouveaux outils, bien sûr si ça n'existe pas, et puis rendre les développements accessibles à tout utilisateur, donc ouvrir nos codes et nos outils. Alors juste un petit aperçu des travaux qui ont été menés précédemment, donc beaucoup de travaux sur la partie extraction automatique des haies, surtout à partir d'images satellitaires, avec différentes approches que je ne vais pas détailler ici. Et puis sur le volet caractérisation, en 2015, on avait un premier prototype qui s'appelle EdgeTools, qui permettait de calculer un certain nombre d'indicateurs sur les haies. Plus récemment, on a testé une méthode très simple d'extraction de la couverture arborée jusqu'aux haies en combinant de l'ortho-image IGN plus modèle numérique de surface. Et puis on a porté l'outil EdgeTools sur QGIS pour favoriser donc sa diffusion. Et puis je vais surtout vous parler aujourd'hui des premiers tests qui ont été faits sur des images anciennes, donc à partir d'une méthode d'apprentissage profond. Donc est-ce qu'on peut extraire la couverture arborée sur ces images anciennes? Et puis d'un module qu'on est en train de développer pour calculer des métriques LIDAR sur le nuage de points LIDAR HD. Donc première partie, c'est sur les données anciennes. Alors on a travaillé sur des ortho-images, non pas la BD ortho-historique ici, mais des orthos qui ont été fournis par l'IGN dans le cadre d'un projet qui s'appelle Lineariatus. Donc vous avez ici une image de 1942, résolution spatiale de 75 mètres. Et donc vous avez ici un aperçu de cette donnée en 1942 et puis en 2019, et on voit que la forêt s'est étendue. Avec des nouvelles haies d'ailleurs. Un autre exemple ici, on a plus de haies aujourd'hui, donc c'est pas comme ça partout, hein, bien sûr. Et puis on a un autre exemple ici, on a plus de haies aujourd'hui, donc c'est pas comme ça partout, hein, bien sûr. Et puis on a un autre exemple ici, on a plus de haies aujourd'hui, donc c'est pas comme ça partout, hein, bien sûr.
Le jeu de référence qu'on a utilisé pour calibrer les modèles, donc un peu moins de 3500 imagettes de 256 par 256 pixels qui ont été annotées avec deux classes simples, arborée et non arborée. Et puis on a attribué aussi une sémantique à chaque imagette. Donc on reste dans la segmentation sémantique, on ne veut pas faire de classif. Ça permet de voir un petit peu la qualité en fonction des types d'imagettes que l'on a. Et deux versions d'annotation. Une annotation dite approximative, où en fait on a dessiné un petit peu rapidement les éléments arborés dans ces images noir et blanc. Quand je dis un peu rapidement, c'est-à-dire que quand on avait un trou dans une haie, parfois on a dessiné un seul objet. Des petits arbres isolés, on ne les a pas forcément dessinés, et puis on a simplifié un peu les contours pour aller vite. Et donc là, on a un temps de numérisation de 4 à 8 minutes par imagette. Un observateur seulement. Et puis on a cherché donc à comparer ça ensuite avec une annotation précise, où là on avait 2 observateurs par imagette, et puis numérisation vraiment exhaustive de tous les éléments en essayant d'être le plus fin possible, pour voir un petit peu si l'impact de la qualité des échantillons d'apprentissage sur la performance. Donc vous avez un exemple ici, une illustration d'annotation approximative et précise sur des petits objets, les haies et les arbres isolés. En termes d'apprentissage, donc on a utilisé un modèle sur étagère, un modèle simple UNET, avec un mécanisme d'attention qu'on a rajouté, appliqué sur les 2 jeux de données, pour les comparer ensuite. On a séparé, donc on a pris une partie des échantillons des imagettes pour faire le test, la validation indépendante, et puis le reste pour entraîner. Et puis on a fait évoluer progressivement aussi la quantité d'imagettes dans le réseau pour voir un petit peu l'impact de la quantité sur la qualité, en ajoutant progressivement 50 imagettes et une augmentation de données aussi pour mieux apprendre. Rapidement, donc des résultats statistiques d'abord. Annotation approximative, on est de l'ordre de 66% à presque 70% de F-score, toutes classes confondues, tout type confondu. Et puis annotation précise, finalement il n'y a pas une grande différence. On va jusqu'à 72,5%, tout type confondu. Et donc en fait on a quand même plus de déficit avec les annotations approximatives en prédiction que les annotations précises. Et en fait, si on regarde un peu plus en détail les résultats, et si on se focalise sur les petits objets qui nous intéressent, les arbres isolés et les haies, là on gagne quand même de 7 à 15% de F-score avec la notation précise par rapport à la notation plus grossière. Et on s'est aperçu aussi que la quantité ne compensait pas la qualité. Donc mine de rien, c'était important d'être assez fin dans la construction des échantillons d'apprentissage. Avec des résultats cartographiques ici que vous pouvez voir. À gauche, annotation approximative, la prédiction. Et puis à droite, des annotations précises. Où si on regarde un peu la donnée, on est beaucoup plus fin quand même dans la prédiction cartographique également, au-delà des statistiques. Je vais essayer de passer vite. Deuxième partie, on a commencé à regarder les données LIDAR pour les haies. Et donc ça s'inscrit toujours dans le développement de ce module LIDAR dans EdgeTools. Donc EdgeTools, c'est un plugin qui a récemment été mis en ligne, plugin expérimental sous QGIS, donc vous pouvez le télécharger. Le module LIDAR n'est pas encore diffusé, on est en train de le finaliser. Et donc ça permet de faire différentes choses, calculer un certain nombre d'indicateurs avec une aide en ligne aussi. Et puis il y a ce module LIDAR qui permet déjà de calculer un peu toutes les métriques standards, on va dire, sur des nuages de points. Quand je parle de métriques standards, c'est des hauteurs moyennes du nuage de points, c'est une variabilité de hauteur, c'est aussi la couverture de la canopée, mais c'est aussi la complexité verticale de la végétation. Voilà, donc il y a différentes métriques qui représentent ça. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire sur les haies en fait, et on en est vraiment au début des questionnements. Alors vous avez une image ici des haies en février 2023, au-dessus, et puis l'ortho en dessous, sur le terrain. Alors il n'y a pas de feuilles ici, mais donc on voit quand même la structure des arbres. Si on regarde juste simplement un profil LIDAR HD sur cette haie,
on voit quand même qu'on a un certain nombre de points. On en a évidemment moins quand on est dans les étages inférieurs de la végétation. Ça, c'est pour un transect sur la haie qui fait 50 cm de large. Et si on déplace bien sûr le transect, ben, on a une autre représentation. Voilà, donc on est sur la haie. Et donc on voulait voir un petit peu déjà si on avait des points dans le bas de la haie, parce qu'on sait que ces étages-là sont importants pour la biodiversité. On peut ensuite produire des cartes qui vont représenter cette densité de points par étage de végétation. Donc ici, il y a 3 étages de végétation qui sont représentés. Et on voit que ben, plus on descend bas, et forcément, on a moins de points. Ce qui peut poser problème pour évaluer la qualité de la haie. Ensuite, d'autres indicateurs ici, un indicateur sur la hauteur, très classique, et puis on peut calculer aussi le Plant Area Index, une forme de densité de végétation, et puis la complexité verticale aussi, avec un indice qu'on appelle le FHD. Et donc on peut produire après des compositions colorées de ces différents indices pour éviter de classer la donnée, mais pour voir potentiellement une structure, une variabilité dans la structure des haies qui peut informer, parce qu'on a différentes couleurs dans la haie. Et vous avez un exemple ici avec une haie où on a des parties en rouge et puis des parties plutôt en cyan. Quand on regarde sur le terrain, eh bien, en fait, on a une petite haie qui est très dense, assez basse, avec une complexité verticale qui n'est pas énorme. Et finalement, ça apparaît en rouge parce que c'est plutôt le PAI qui est plutôt élevé dans ce cas-là. Et puis si on regarde ce qui se passe pour la couleur différente, on a 2 arbres en fait. Alors, est-ce que c'est une haie ou pas? On ne rentre pas dans le débat. Mais ce qu'on peut voir en fait pour ce cas-là, c'est que... Ah oui, pardon. Pour l'arbre numéro 1, on a des branches un peu plus basses, c'est plus élancé, ce qui génère un PAI un peu plus élevé. On a une hauteur équivalente et puis une complexité verticale qui est en tout cas faible et presque équivalente à l'autre. Donc finalement, rien qu'associer différentes variables qui traduisent des informations sur la structure et des informations complémentaires, ça nous aide déjà à interpréter un certain nombre de choses sur la structure de la haie. Donc les perspectives sur les 2 aspects. D'abord sur les données historiques. Donc en ce moment, on est en train d'augmenter la quantité de données de référence que l'on a avec différentes stratégies. Donc ça fait partie du postdoc de Valentine Belay. Et puis exploiter aussi des MNS historiques qui avaient été produits dans le cadre de la Ineriatus. Et puis sur les données LIDAR, l'idée c'est de poursuivre l'identification de métriques pertinentes et complémentaires pour mettre en évidence toujours ces traits structuraux sur la haie et bien sûr les confronter aux données terrain et combiner ces traits à des traits plus fonctionnels, des traits optiques. On peut imaginer combiner ça à de la donnée optique pour relier ces traits à une qualité écologique de la haie. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup David pour cette présentation très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je me demande si, dans quelle mesure c'est possible pour vous d'avoir une montée à l'échelle de toutes ces données, parce que là c'est super précis. Si on veut travailler à des échelles peut-être régionales, voire métropolitaines, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, facile? C'est quoi les complications, etc. Oui, pas de problème pour les indicateurs LIDAR de passer à l'échelle. Enfin, voilà, c'est des routines qu'on lance sur les tuiles LIDAR qu'on récupère directement. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est du temps machine en fait. Par contre, pour la question de la BD orthohistorique, là c'est autre chose, on n'en est pas là pour l'instant. Et en plus, il y a une telle variabilité, une telle hétérogénéité de ces données suivant là où on se trouve dans l'espace, avec beaucoup de bruits potentiellement différents qu'on n'a pas encore dans notre jeu de référence. Aujourd'hui, on n'est pas capable de passer à l'échelle sur la BD orthohistorique. Ouais. Voilà. Mais on va vers ça, avec une approche d'augmentation de données basée sur des données plus actuelles, faire l'adaptation de domaines, pour vraiment avoir un gros jeu qui permette d'avoir un modèle plus robuste. Ouais.
Merci. Une dernière question, Cécile. Merci, bonjour. Est-ce que ça a été envisagé d'utiliser ces outils-là? J'ai pas suivi, hein, donc je ne sais pas ce qui s'est passé récemment, par rapport à la PAC et aux primes à la haie et à la conversion de longueur de haie en surface de haie, ce qui donc veut dire estimation de la largeur moyenne, on va dire, d'une haie dans une région donnée. Est-ce que vous avez fait des tests là-dessus? Est-ce que tu peux en dire un mot? On n'a pas fait de test, mais on l'a en tête en fait d'avoir un petit module supplémentaire dans HTools pour justement calculer un équivalent SIE à travers la carte que l'on a. On a regardé un peu les critères. La majorité des critères, on pourrait s'en sortir. Il me semble qu'il y a un critère de mémoire, ça fait un petit temps maintenant qu'on a pu regarder, mais un critère où ça va être difficile de l'atteindre. Mais oui, on a en tête ça. À partir d'une carte de haie qu'on pourrait rentrer, est-ce qu'on peut calculer directement une surface SIE en tenant compte des règles PAC? Ouais. Mais pour l'instant, on n'a pas. Ouais. Merci beaucoup. Pour respecter le timing, on va s'arrêter ici, mais n'hésitez pas d'aller voir David pendant la pause de déjeuner. On va passer maintenant à la prochaine présentation. Voilà, donc la localisation des aires pour gens de voyage, une source de discrimination. Donc j'invite Philippe Delacomte. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Alexandre pour cette invitation. Alors, quelques mots avant de commencer, vous allez pouvoir peut-être trouver cette présentation peut-être un petit peu en périphérie de cette journée, voire même peut-être un peu incongrue. Ce d'autant plus que les collègues avec qui je travaille sur ce projet, on est des économistes. Et parmi ces économistes, je suis celui qui travaille le moins sur des questions de cartographie, données spatiales, etc. Autant il y a Léa par exemple qui travaille à ETIS, donc qui a l'habitude de travailler avec des géomaticiens, etc. Antoine travaille beaucoup aussi sur des données spatialisées, moi beaucoup moins. Donc une première raison pour laquelle je vais demander votre indulgence. Deuxième raison pour laquelle je vais demander votre indulgence, c'est que ce n'est pas a priori nos thématiques centrales de recherche. Antoine et moi, on travaille plutôt sur des questions forestières, de déforestation et développement. Léa travaille plus sur l'accès aux services écosystémiques. Donc deuxième raison pour laquelle je vais demander votre indulgence. Et puis troisième raison aussi, c'est que c'est un projet qui est vraiment très préliminaire. C'est la première fois qu'on présente quelques éléments sur ce projet. Donc voilà, troisième raison pour laquelle je demande votre indulgence. Je vous remercie par avance pour tout ça. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce qu'il travaille là-dessus s'il n'y connaît rien. Tout a commencé par ce tweet. Donc c'est un tweet de William Hacker qui est un juriste, activiste qui travaille notamment pour une association, l'association française des gens du voyage citoyen, si je me souviens bien du nom. On avait vu passer il y a quelques mois, voire années, ce tweet où il mentionne cette question de la localisation des aires des aires d'accueil pour gens du voyage, où il avait constitué une première base de données sur ces aires et sur leur localisation, en mentionnant l'idée que très souvent ces aires sont situées dans des zones reléguées, en périphérie de ville et à proximité d'un certain nombre de nuisances environnementales. Donc en discutant avec mes chers collègues et amis, ça nous a intéressé d'aller regarder un petit peu si on pouvait documenter cette question-là avec nos propres méthodologies. Donc en gros, dans ce tweet, il y a deux éléments qui nous ont un petit peu éveillé notre curiosité. Il y a cette question de la localisation des aires. Donc pour ça, il y a Léa et Antoine qui travaillent beaucoup sur des questions de spatialisation. Et puis il y a l'exposition d'une population à des pollutions diverses. Donc ça aussi, c'est quand même dans le cœur de métier de Léa. Donc nous, on s'est posé cette question-là de la détermination de la localisation de ces aires d'accueil, d'une part, et puis est-ce que ça constitue une source de discrimination pour ces populations, en lien notamment aux désaménités environnementales, mais également aussi aux services publics. Donc pour ça, on avait besoin de données spatialisées, et c'est ça qui a généré ce projet. Naturellement, l'ayant lancé, on en a parlé avec William Hacker, qui nous a relancé sur Alexandre, qui commençait également à travailler sur ce sujet. C'est comme ça que ma présence ici s'explique aujourd'hui. Donc,
les objectifs de ce projet, c'est tout d'abord un travail de collecte et puis d'appariement de données entre les données de localisation de ces aires et puis un certain nombre de variables que je vais définir dans un instant. Et puis l'analyse spatialisée de cette localisation et puis de ces déterminants avec des implications possibles en termes d'exposition aux pollutions, de difficultés d'accès aux services publics et puis également dans une certaine mesure de moindre accès à des aménités environnementales. On est intéressé de documenter, de s'intéresser à cette question sous plusieurs aspects, à la fois entre municipalités, donc notamment entre municipalités qui ont des aires et municipalités qui n'en ont pas, et particulièrement au sein des regroupements de communes. Donc c'est-à-dire que quand on a une ou plusieurs aires au sein d'un regroupement de communes, dans quelle commune est-ce que ces aires vont être situées? Et puis également au sein même des municipalités, c'est-à-dire que quand on a une ou plusieurs aires au sein d'une municipalité, dans quelle zone de cette municipalité ces aires vont être situées, et donc les implications que ça peut avoir. Donc pour ça, il y a eu un premier travail de collecte de données, donc on a, comme je disais, c'est pas notre cœur de métier, donc on n'a pas forcément énormément de financement à allouer à ce travail, mais on a toujours retrouvé des fonds de tiroir, donc on a pu embaucher un géomaticien pendant quelques mois qui a travaillé à la constitution de cette base de données. Il est parti du recensement des aires qui a été fait par William Hacker et il a fusionné ça avec une extraction d'OpenStreetMap de ces aires, donc ce qui nous a permis de mieux affiner la localisation de ces aires, de retirer les aires qui ont été supprimées, de prendre en compte les aires qui ont été déplacées ou ajoutées entre 2021 et aujourd'hui. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir un ensemble de mémoire, c'est 1300 ou 1400 aires qui ont été répertoriées. En complément de ce premier jeu de données, il y a aussi ces données sur les questions environnementales et puis de services publics. Donc ont été collectées des données sur la localisation d'aléas ou de désaménités environnementales, tout d'abord technologiques, avec la localisation des déchetteries, stations d'épuration, autoroutes, voies ferrées, etc. On a aussi une cartographie sur le risque d'inondation et puis administrativement sur les délimitations des communes. On s'est intéressé, comme je disais, aussi aux aménités environnementales avec des données couplées avec des données d'occupation du sol. Et puis enfin, des questions de services publics, localisation des mairies, des gendarmeries, des commissariats, des écoles, etc. Tout ça, on les a collectés à la fois avec la distance en kilomètres par rapport aux aires et puis en temps de marche. On a aussi repris un certain nombre de données socio-économiques telles que les loyers dans les différents quartiers, les taux de pauvreté. On a aussi quelques données sur les élections pour voir si à terme on envisage peut-être de lier ça avec des questions de dynamique politique. Voilà, donc un premier jeu de données qui est aujourd'hui disponible sur le site data.gouv qui regroupe l'ensemble de ces questions-là. Comme je disais, c'est très préliminaire, donc on a aujourd'hui la base de données qui a été constituée, on a vraiment à peine commencé à l'analyser, donc je vais juste vous donner ici quelques indications vraiment descriptives et assez peu analytiques, mais qui me semblent déjà relativement intéressants. Un premier élément, c'est justement, comme était indiqué dans le tweet de William Hacker, le fait que une partie importante des aires sont situées en bordure de municipalités et puis dans un tissu urbain plutôt discontinu. En ce qui concerne les désaménités environnementales, on voit qu'il y a 30% des aires qui sont situées à moins de 1000 mètres d'une déchetterie. 30% sont aussi situés à moins de 1000 mètres de sols qui sont pollués et puis 30% à moins de 500 mètres de voies ferrées. Donc, premier élément de documentation. Et puis plus généralement, 60% des aires de notre base de données sont situées à proximité d'une source de pollution ou d'une autre. En termes d'accumulation des pollutions, il y a 12% des aires qui sont concernées par les 3 aléas les plus courants que je viens d'évoquer, donc sol pollué, déchetterie et voies ferrées. Si on va aller un petit peu plus loin, on peut faire des comparaisons tout d'abord entre communes. Je ne sais pas si vous voyez tout bien ici. Ce que vous pouvez voir sur la gauche des différents... donc vous avez différents types de désaménités environnementales, les sites Céveso,
les carrières, les émissions de polluants et puis la pollution du sol. Les barres bleues, ce sont le pourcentage de communes avec air. Les barres noires complètement à droite, ce sont les communes de plus de 5000 habitants sans air. Donc là, on voit qu'il y a une différence, mais qui est relativement faible, entre les communes avec air et puis les communes de plus de 5000 habitants sans air. Mais néanmoins, à chaque fois, on a une surreprésentation des communes avec air qui sont concernées par ces types de pollution. Mais surtout, ce qui nous semble intéressant, c'est si on compare avec les communes adjacentes. Là, si on compare entre les communes qui disposent d'une aire d'accueil et puis les communes adjacentes, là, on voit des très grosses différences avec une très forte représentation des communes disposant d'air et concernées par ces différentes désaménités environnementales. Donc on sent qu'ici que, naturellement, il faut approfondir ce premier élément avec des outils statistiques un peu plus élaborés. Mais on voit quand même une première indication qu'on trouve intéressante à creuser. Deuxième indication, c'est au sein des communes, comme je le mentionnais. Donc là, vous le voyez sans doute encore moins que dans la figure précédente. Au sein des communes, donc au niveau des iris, ce que vous ne voyez pas, mais croyez-moi sur parole, c'est que au sein des communes qui disposent d'une aire, les aires ont tendance à être situées dans les iris qui sont le plus à proximité des aménités environnementales. Donc que ce soit les déchetteries, les stations d'épuration, les sites Céveso, etc. Donc vous avez tout cet ensemble d'iris avec des aménités environnementales et on voit à chaque fois une différence qui nous semble relativement grande. Donc encore une fois, c'est quelque chose à creuser, hein, c'est uniquement un premier élément descriptif, mais qui nous donne envie d'aller plus loin dans l'analyse et d'aller essayer d'estimer ces choses de manière plus robuste statistiquement. Ici, on voit ce type de résultat en fonction des différents quintiles de classes de loyer. Donc on voit ici qu'il y a des éléments qui se posent au niveau des loyers, mais on n'a pas encore creusé suffisamment. Ce qu'on a dans un travail un petit peu préliminaire que je ne montre pas aujourd'hui, c'est quand on s'intéresse au niveau des iris à la probabilité d'un carreau d'héberger une aire. On montre que la probabilité de cette aire est négativement corrélée au loyer. C'est-à-dire que au sein des communes, les aires ont tendance à être situées dans les carreaux ou dans les iris, dont les loyers sont les plus faibles. Donc, une question peut-être de localisation sur une base sociale. Donc pour conclure très rapidement, ce qu'on essaye de traiter dans ce sujet, ce sont les déterminants de la localisation des aires d'accueil pour gens du voyage et puis leurs implications en termes d'exposition, notamment à différents types de pollution. Pour ça, on a mis en œuvre un petit travail de collecte de données géospatialisées. Alexandre travaille aussi sur cette question-là, donc lui plus directement sur les pollutions, alors que nous sont sur des indicateurs plutôt d'infrastructure, mais les deux sont complémentaires, c'est pour ça qu'on a commencé à discuter. On a quelques premières indications descriptives. Maintenant, ce qu'on cherche à faire, là où on en est, c'est essayer d'avancer un peu plus sur la question des analyses statistiques concernant ces choix de localisation. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Questions, plein de questions, oui. Merci pour votre présentation. Hervé Albou consultant, géomaticien. C'est typiquement le genre de questions quand je vois votre présentation. Vous parlez d'ailleurs de source de discrimination avec un point d'interrogation, hein, bien sûr. C'est typiquement le genre de cas qui serait intéressant de présenter dans le GT, le groupe de travail éthique de l'usage de la donnée et de l'information géolocalisée que le CNIJ a mis en place, parce que c'est pas un cas d'école, mais c'est un cas intéressant à développer. Alors quand vous aurez sans doute poussé un peu plus loin vos réflexions, mais je pense que ça fait partie des questions qu'on peut se poser aujourd'hui, quoi. Merci pour la suggestion, ce sera volontiers.
Moi, j'avais une question un peu candide finalement. Pour être moi-même dans un EPCI, donc je vois bien le sujet de l'implantation des aires d'accueil des gens du voyage. C'est finalement donc dans l'outil la démarche que vous développez pour objectiver d'une certaine manière une possible discrimination, même si clairement je pense qu'il y a des fortes discriminations sur l'implantation de ces éléments-là. Quelle serait l'utilisation à terme que vous pourriez imaginer finalement d'un outil ou du moins de cette approche pour objectiver cette discrimination? Oui, alors c'est vrai qu'on emploie le terme discrimination. Alors, on peut imaginer la discrimination en termes de résultats déjà. C'est une discrimination dans le sens où il y a une surexposition à un certain nombre de pollutions. Ce qui est plus difficile à montrer, c'est une discrimination dans l'intention. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas encore forcément de mode d'identification. On cherche un petit peu à creuser ces questions-là. Alors, l'intuition qu'on a, c'est peut-être qu'il y a des entre les communes, au sein des EPCI, il y a peut-être des dynamiques un peu de négociation sur qui va décider, qui va accepter d'héberger ce type d'air. Et après, sur le choix de la localisation au sein des communes, là aussi, il y a des questions un petit peu d'économie politique en termes peut-être de résistance anticipée de certains quartiers à l'implantation de ces aires. Ce qu'on nous a dit aussi récemment comme intuition, c'est de se dire finalement, le fait de... Alors, il peut y avoir des analyses en termes de coût d'opportunité, c'est-à-dire on va mettre les aires là où c'est le moins coûteux de le faire, c'est-à-dire donc là où les loyers sont peu élevés, là où ce qu'on appelle les coûts d'opportunité en économie sont faibles. Mais il peut y avoir aussi une incitation un peu stratégique en mode positionner les aires dans des zones les moins agréables possibles afin de limiter l'accès à ces aires et de limiter les populations qui vont y venir. C'est quelque chose qu'on nous a... Enfin, c'est une intuition qu'on nous a donnée. Ce qui est difficile, c'est de tester ça, en fait, clairement. Alors, à côté, nous, on mène un travail plutôt quantitatif de documentation. Je pense que c'est très complémentaire d'un travail qui serait beaucoup plus micro, qui est mené notamment par alors je crois que c'est une sociologue de Montpellier, je ne sais pas si tu te souviens de son nom, qui travaille plus sur les aires, mais au niveau en termes de sociologie et de sciences politiques plutôt. Oui, c'est ça, Lisa Foineau. Où là, pour le coup, son travail permet davantage que le nôtre de décortiquer justement ces questions d'intention. Mais les deux, à mon avis, sont complémentaires. Ça pourrait. Ce qui est difficile dans notre cas, c'est qu'on n'a pas nécessairement les dates d'implantation des aires. Mais en effet, ces dynamiques-là pourraient entrer en jeu aussi. Merci beaucoup. Je suis obligée d'interrompre ces discussions très intéressantes, mais n'hésitez pas d'aller discuter à la pause. Je viendrai également parce que j'ai quelques questions. Merci beaucoup. Donc on passe maintenant à la dernière présentation de cette session. Donc, présentation qui s'intitule « Questionnement et réflexion d'INRAE sur le jumeau numérique ». Donc Thierry Caquet de INRAE. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'introduction et merci d'avoir patienté jusqu'à maintenant avant d'aller manger. Je me présente, je suis le directeur scientifique environnement d'INRAE et à ce titre-là, je remercie les collègues de nous avoir invités à participer à cette journée. C'est une première manifestation des collaborations dans le cadre d'un accord 4 qu'on a re-signé il y a 2 ans avec IGN et on est très content d'être là aujourd'hui. Donc moi, ce que je vais vous présenter, on va revenir sur l'aspect jumeau. C'est un peu notre vision stratégique d'établissement sur ces questions de modélisation avec l'entrée jumeau, puisque la modélisation INRAE, c'est quelque chose qu'on pratique depuis très longtemps sur les modèles agronomiques, les modèles écologiques, mais finalement, c'est assez récemment qu'on s'est posé la question de comment on s'empare de cette question des jumeaux numériques, comment les faire, pourquoi faire. Et en fait, on a mené une réflexion sur plusieurs années qui a commencé par une réflexion prospective interdisciplinaire sur les approches prédictives pour la biologie et l'écologie,
C'était en préambule à la création d'INRAE, qui a été créée en fait en 2020, à la fusion de l'INRA et d'IRSTEA. Et puis on a mis en place une programmation interne, ce qu'on appelle à INRAE des métaprogrammes, c'est-à-dire des programmes interdisciplinaires qui permettent de rassembler des communautés qui autrement n'auraient peut-être pas tendance à travailler les unes avec les autres. Alors, les numériciens, les mathématiciens avec les écologues, les agronomes, les généticiens. Là, il y a des ponts qui sont assez évidents. Et puis les sciences humaines et sociales, qui est déjà moins évident dans la logique d'un certain nombre d'approches. Et donc on a mis en place dans ce cadre-là un groupe de travail, Jumeaux numériques. Et puis on a beaucoup travaillé avec nos collègues de l'INRIA sur comment on pouvait coupler davantage le numérique avec l'agriculture et la transition agroécologique de l'agriculture. Donc un livre blanc qui est sorti en 2022 et en 2023 on a été, je vais dire, mandaté dans le cadre de France 2030, INRIA et INRAE pour porter un PEPR sur agroécologie et numérique dans lequel on va trouver un certain nombre d'applications qui font appel à la notion de jumeaux numériques. Alors dans notre vision, ça reprend un peu quelque chose qu'a présenté tout à l'heure Olivier, la vision qu'on a nous de cette approche-là, c'est d'avoir des entités réelles qui peuvent être des animaux, des plantes, des fermes, des paysages, sur lesquels on va acquérir en temps réel de la donnée avec des capteurs de différentes natures, et puis de construire le modèle numérique correspondant, et de faire dialoguer les deux systèmes, et de pouvoir avoir à un moment donné, à l'extérieur du système, des acteurs ou des opérateurs, alors soit humains, soit automatiques, qui permettent d'interroger le système, d'agir sur le système, par exemple sur le pilotage d'une exploitation agricole, je vous donnais des exemples tout à l'heure, et de voir comment répond le modèle, et de pouvoir, de cette façon-là, mener des expérimentations in silico sur ces systèmes, et aussi de répondre à des questions sur des scénarios, par exemple, si on développe telle ou telle activité, si on augmente telle ou telle utilisation d'intrants, comment va réagir le système dans la réalité, et est-ce que notre modèle reflète bien cette réalité? Est-ce qu'on peut utiliser aussi le modèle pour pouvoir piloter à terme des exploitations, par exemple, ou vous allez voir d'autres applications possibles. Alors le petit graphique que j'ai mis à droite ici, c'est une enquête qu'on a fait en 2022 dans nos 14 départements de recherche. On dit finalement, sur cette question de jumeaux numériques, qui émerge bien sûr très très rapidement dans la littérature, y compris dans nos domaines, ça serait quoi les grands secteurs d'application que vous verriez dans vos départements? Alors on a beaucoup de retours sur les productions végétales, passer de la connaissance du génome et de la physiologie des plantes à finalement des modèles, des jumeaux numériques de plantes, à l'échelle de la plante, mais aussi à l'échelle d'un couvert qui peut être une parcelle ou une forêt. Des questions de biologie, santé, toxicologie, je donnerai un exemple tout à l'heure. Beaucoup de questions autour de l'élevage, donc notamment l'élevage bovin, mais pas uniquement, avec des animaux très équipés, beaucoup de capteurs qui permettent de vivre en temps réel chaque individu et donc de pouvoir alimenter de manière massive un certain nombre de modèles. Et puis beaucoup de choses sur le génie des procédés et les biotechnologies. Et puis assez étonnamment, finalement, le secteur de l'environnement, pour lequel on est quand même plutôt pas mal, j'allais dire, enfin, en tant que DS environnement, j'en suis assez fier, eh bien c'est pas quelque chose qui, en tout cas en 2022, suscitait beaucoup d'intérêt dans la communauté des chercheurs en environnement. Alors, je ne vais pas détailler tous ces petits pavés, c'était des détails par rapport à ces grands secteurs. Mais ce qui est en italique, c'est les choses qui étaient déjà démarrées en 2022. C'est tout ce qui est l'alimentation sur mesure des animaux, c'est-à-dire en fonction de la manière dont les animaux en élevage se nourrissent, de leur performance, de leur physiologie, comment finalement on peut réguler l'accès à la nourriture individuellement, donc un pilotage de l'élevage au plus près des animaux, et puis des choses sur le pilotage de bioréacteurs, c'est même par là que ça a commencé pour nous les jumeaux numériques, notamment avec des applications sur des bioréacteurs industriels, des fermenteurs, mais aussi des méthaniseurs. Et puis un ensemble de sujets que vous retrouverez quand vous verrez la présentation. Je ne rentre pas dans le détail parce que 12 minutes ça passe très très vite et vous avez très faim. Alors juste quelques exemples, j'allais dire un peu historiques, de ce qu'avait développé INRAE par le passé. Sur les méthaniseurs, donc des travaux qui ont été menés avec l'INRIA et puis une société privée qui s'appelle BioNTech, qui avait développé un modèle finalement de fonctionnement des méthaniseurs qui s'appelle MEMO. Et l'idée dans les travaux qui ont été menés avec l'INRIA et cette société, c'est de dire que on est capable d'analyser de façon très très fine les intrants dans les méthaniseurs, donc qui sont des substrats caractérisés par des taux de protéines, de lipides, de sucre, un certain nombre de caractéristiques biochimiques. On peut construire des scénarios d'alimentation que l'on va implémenter dans un outil expert qui va nous alimenter lui-même par les sorties du méthaniseur, les différentes performances de ce méthaniseur, et on va pouvoir donner des recommandations pour les pilotes de méthaniseurs, parce qu'un méthaniseur c'est un énorme fermenteur qui se pilote avec un temps de latence dans la réponse sur des simulations à 30 jours, et on est capable avec cet outil-là de pouvoir proposer
des choix de substrat, quelle est la meilleure stratégie en fonction de ce dont on dispose comme substrat d'entrée, végétal, animal, déchets, comment on pilote le méthaniseur pour optimiser la production de méthane et éviter la production, par exemple, de dioxyde de soufre, qui est quelque chose d'assez toxique. Donc ça, c'est des applications qui sont déjà dans le domaine industriel, hein. C'est pas totalement original. Plus original, ou en tout cas plus en émergence et très très fortement, c'est l'application de techniques à la fois d'intelligence artificielle, mais aussi de jumeaux numériques sur le développement d'engins autonomes en milieu naturel, donc des tracteurs, des engins agricoles qui à terme pourront accéder aux routes hors des exploitations agricoles. Donc ça pose beaucoup de questions bien sûr de sécurité. Et donc l'idée c'est de pouvoir, avec un atelier jumeau numérique qui a été monté sur un centre qui s'appelle l'Agro-Technopole de Montauldre. Alors vous connaissez peut-être pas Montauldre, charmante petite commune de l'Allier. Donc on a installé là-bas avec les ensembles des fabricants de matériel agricole français dans le cadre d'une association qui s'appelle Robagri, un agro-technopole où l'on teste, on développe et on teste des robots agricoles avec des ateliers jumeaux numériques sur les modèles de robots, le fonctionnement des capteurs et puis comment les machines peuvent être utilisées, avec notamment la capacité, en ayant une modélisation très très fine de l'espace de travail de Montauldre, d'avoir des robots qui se déplacent spontanément, tout seuls, sur l'exploitation. Et à terme, l'idée c'est d'aller plus loin, effectivement, d'avoir des machines qui quittent l'exploitation, qui vont sur la route et qui se rendent sur les parcelles. Et donc là, il y a des problèmes de sécurité encore à poser, mais ça se développe très fortement. Et ce n'est pas forcément des engins monstrueux. Vous avez un petit exemple ici, pas forcément très bien. Hein. Le beau des robes, hein, c'est des robots suiveurs qui peuvent permettre finalement de faciliter la vie des agriculteurs. Et ça se développe très fortement dans le cadre notamment d'une stratégie d'accélération sur la robotique agricole. Alors je vais prendre... Je ne sais pas combien de temps il me reste, pas longtemps, je pense 5 minutes à peine. Je prends deux projets qu'on appelle emblématiques qui se développent dans le cadre de notre métaprogramme, puisque là on va un cran plus loin où c'est vraiment l'entrée jumeau numérique qui est à la base de la réflexion du projet. Le premier s'appelle In Silico, jeu de mots, c'est magnifique. Hein. L'idée c'est de dire, voilà, est-on capable d'avoir un jumeau numérique d'un atelier lait d'une exploitation laitière, bovine. Et donc en fait, on a une très bonne connaissance à INRAE du fonctionnement des vaches, physiologie, couplage avec la génétique, le déterminisme génétique de la production laitière, de l'utilisation de la nourriture, de la croissance, de tous les vous voyez pas, c'est écrit en tout petit en gris hein, sur la droite de la diapo, hein, sur l'alimentation, la reproduction, la gestation, la lactation, le vieillissement des animaux. On a beaucoup de modèles, beaucoup d'informations que l'on peut intégrer dans un simulateur de système d'élevage où on va suivre, modéliser individuellement toutes les vaches d'un troupeau, et ce qui permet d'avoir finalement un atelier laitier virtuel qu'on va pouvoir alimenter en temps réel avec des vaches qui sont équipées de capteurs qui vont permettre de renseigner, de faire fonctionner les modèles et de voir finalement comment on peut ajuster les décisions en termes d'alimentation, de pilotage du troupeau et comment on est capable de simuler comme ça un troupeau et y compris en termes de production qualitative et quantitative de lait par l'atelier. Donc l'idée c'est vraiment d'améliorer à terme les performances économiques, sociales et environnementales de l'élevage en intégrant, je ne l'ai pas écrit sur la diapo mais pour nous c'est extrêmement important, le bien-être animal. Le deuxième exemple, là on passe de la vache à quelque chose de beaucoup plus petit qui est la cellule hépatique. Nous avons tous des cellules hépatiques chez nous et ces cellules hépatiques au niveau du foie, elles jouent un rôle extrêmement important dans la réponse à l'exposition à des contaminants, mais aussi dans la réponse à une alimentation qui serait, on va dire, déséquilibrée par certains nutriments, trop riches en graisse, trop riches en sucre, etc. Et donc à INRAE, on a des collègues à Toulouse qui travaillent beaucoup sur les maladies hépatiques et sur la manière dont ces maladies peuvent être induites ou aggravées par des dysfonctionnements, soit du reste de l'organisme, soit par des anomalies dans la nutrition. Et donc ils ont développé à partir de cultures de cellules hépatiques, alors ça c'est des cellules qu'on sait très bien cultiver, qui sont connectées à des spectros de masse, tout ce qui est excrété par la cellule dans le milieu, qui répond finalement, qui est une réponse biologique à des signaux de son environnement, est analysé en temps réel et renvoyé vers un jumeau numérique de ces cellules qui est basé sur la connaissance que l'on a de la relation entre le génome des cellules, les différentes voies métaboliques au niveau de la cellule,
pour identifier quelles sont les voies qui sont activées ou réprimées en fonction de stress que l'on peut induire, par exemple sur ce qu'on appelle une réponse perturbée, par exemple par des substances toxiques ou par des anomalies nutritives, excès ou carence de sucre, de lipides, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de coupler des données métabolomiques en continu, par spectrum de masse, le métabolisme hépatique modélisé et de voir comment on peut avoir une rétroaction sur le fonctionnement du système. Et l'idée à terme, c'est de pouvoir voir si, en fonction finalement de ce fonctionnement hépatique que l'on connaît très bien, on peut avoir des scénarios qui permettent de comprendre comment certaines anomalies nutritives, ou nutritionnelles plutôt, conduisent au développement d'états pathologiques. Donc ça, c'est les deux grands projets que l'on mène dans le cadre de notre métaprogramme. Et je termine, puisque c'est l'heure, pour partager avec vous finalement notre analyse, c'est un peu le mandat qui m'avait été donné ce matin. Où en est-on dans un organisme comme INRAE sur cette question des jumeaux numériques et comment on se l'approprie? Donc on a des savoir-faire certains. Olivier a présenté les réseaux d'adduction d'eau potable, ça c'est des choses qui sont dans le patrimoine de l'établissement. En ingénierie et sciences des procédés, on a déjà des choses qui sont quasiment dans le domaine public, voire déjà dans le domaine public pour le méthaniseur. Et on développe sur la fermentation de précision des jumeaux, notamment FermentWin, qui est un projet sur des fermenteurs industriels en agroalimentaire, parce que la fermentation est un secteur qui se développe énormément à l'heure actuelle pour la production d'aliments sains pour la santé. Beaucoup de choses qui émergent en toxicologie, écotoxicologie, microbiote. Et puis, je vous ai dit, en 2022, l'environnement, ce n'était pas forcément un secteur où les gens pensaient beaucoup à ces outils-là. Ils pensaient simulation, pensaient modélisation, mais pas forcément jumeaux numériques. Et donc, se développent, je n'ai pas tout mis ici, des projets sur plantes et animaux, en lien avec des infrastructures, notamment pilotées par INRAE sur de la génomique et de la phénomique, la caractérisation du phénotype des espèces en lien avec leur génotype. Et puis dans les sciences de l'environnement, j'ai ici 3 projets. J'aurais pu rajouter quelque chose sur la forêt, mais qui est encore un peu embryonnaire. À IGN, il y a le projet jumeaux numériques de la forêt française, donc on a des choses à partager, ça c'est très clair. Mais on est partie prenante d'un projet de jumeaux numériques dans le cadre de Distinction Earth sur les Weather Induced Extremes, les extrêmes climatiques et les catastrophes induites. Ça, c'est nos hydrologues qui travaillent sur ces questions. On est partenaire du projet d'Equipex plus Gaia Data, donc qui est de l'observation de la Terre et comment on passe de l'observation en temps réel à des briques pour les rentrer dans des jumeaux numériques d'écosystèmes. Donc on travaille beaucoup là-dessus avec nos collègues, notamment dans l'infrastructure DataTerra. Et puis il y a un projet qui vient de sortir sur un jumeau numérique des sols. Alors pas les sols, la couverture des sols, mais le fonctionnement des sols, avec un institut de recherche technologique qui s'appelle Systemix. Et donc INRAE est partenaire de ce projet. Voilà, c'était très très vite puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps. Vous montrer beaucoup de choses qui avancent et on est preneur de discussions et d'échanges pour travailler avec tous nos collègues, bien sûr, sur ces questions. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. On est un peu en retard, mais peut-être qu'on pourrait prendre une seule petite question et une réponse très rapide aussi. Franck? La question peut être courte, mais la réponse en général est assez longue. Bonjour Thierry, merci pour cette présentation. Concernant le jumeau numérique des vaches laitières, est-ce que le niveau de connaissance qu'il faut avoir pour que ça fonctionne de façon optimale, donc sur les vaches, est entre guillemets limité au génome de la race, ou bien est-ce que vous êtes au niveau du génome de l'individu ? Alors, on est capable maintenant de génotyper individuellement tous les animaux. C'est ce qui se fait dans les projets de sélection génomique, où finalement, ce qui compte, c'est plus simplement dire on a le génome de la Holstein, mais on a le génome du père, de la mère, et on peut faire on a des équations de prédiction génomique. Donc, c'est vraiment au niveau de l'individu. Et sur les aspects cellulaires que j'évoquais, c'est au niveau de la cellule. Donc, c'est du génome d'une cellule. On est sur du one cell ou sur de l'individu. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier de nouveau les 5 présentateurs. Donc, il y a la pause déjeuner et après, on vous invite de revenir ici pour la session poster et pour la table ronde, 14h et 14h30. Merci.